Bien, approchez-vous encore. Bien, notre temps étant compté, votre temps, Monsieur le Ministre, étant compté, je vous remercie de votre venue, Monsieur le Ministre, Monsieur le député Sylvain Berrios, Monsieur le député, Monsieur le maire, Monsieur le préfet, Messieurs, Mesdames les élus, les enfants du Conseil municipal des enfants, Mesdames, Messieurs, je vois encore des élus au fond, Hélène, bonjour Nadia, tous les élus qui peuvent être là sont évidemment les bienvenus, merci. Et puis vous toutes et tous une partie de la réserve communale pour vous accueillir, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir choisi notre belle ville de Saint-Maur. C'est vrai que notre réserve communale a été créée, initiée à l'initiative de Sylvain Berrios en tant que député et maire à ce moment-là, en 2015, et que nous étions donc la première réserve communale du Val-de-Marne. Alors on me souffle peut-être d'Île-de-France. En tout cas, on est ravis que de... Alors je sais que non. Alors je me suis renseigné, je sais que non. Malheureusement. Mais bon, toujours est-il que... En 2015, on avait 30 membres de cette réserve. Aujourd'hui, nous sommes 81. Alors, une parité, 40 femmes, 41 hommes. Alors, vivement qu'on en ait un 82e. De 16 à, je crois, plus de 80 ans, si je ne me trompe, mais je ne veux pas... Voilà. Et en tout cas, voilà, c'est une très très belle satisfaction pour la ville que de pouvoir se reposer aussi sur cette réserve communale. À Saint-Maur, on a un sujet récurrent, c'est les inondations. La ville est à 2/3 en zone inondable. On ira tout à l'heure, d'ailleurs, vous pourrez constater les exercices qui peuvent être faits pour pallier à ça. Mais on a déjà subi, évidemment, quelques crues. Et c'est le risque majeur, en tout cas, à Saint-Maur. Et c'est pour cela que notre réserve est également formée. Voilà. J'en dirai pas plus. En tout cas, merci. Et je laisse la parole à monsieur le député. Merci. Monsieur le ministre, cher Laurent, ça fait plaisir de vous accueillir, ça fait plaisir de t'accueillir ici. Il y a quand même des similitudes entre nous, d'abord parce que Laurent Marcangeli fait partie de ces hommes politiques, de ces ministres qui ont été maires. Et c'est important, je crois, quand on a en charge l'action publique, d'avoir aussi cette conscience des territoires. Et avoir été maire, ça ouvre... je crois, un certain nombre de perspectives et surtout ça ancre les choses dans la réalité. Et d'ailleurs, Laurent Marcangeli est toujours élu local dans une île de beauté. Alors ici, tu es dans une presqu'île et tu verras, enfin, c'est ce qu'on dit, monsieur le préfet, je ne sais pas si c'est confirmé dans Val-de-Marne, mais on dit quand même qu'à Saint-Maur, il y a un peu une entité d'Ilien. Et c'est pas faux. Et c'est pas faux. Et puis, tu es ici en famille, puisque dans notre conseil municipal, nous avons... la Corse a investi la presqu'île, et Hélène, qui est là-bas, fait partie de la famille. Donc, voilà. Tu es ici chez toi. C'est effectivement important de recevoir le ministre de l'Action et de la fonction publique, et de la simplification, qui en ce moment a un texte très important à l'Assemblée nationale visant à simplifier. Il n'a pas, sitôt élu, il n'a pas attendu que les choses arrivent du ciel. Il s'est employé immédiatement à essayer, dans le périmètre qui est le sien, et c'est pas simple, de veiller à la simplification de notre administration et d'un certain nombre de documents, notamment, monsieur le maire, tout ce qui relève de l'urbanisme. Donc on verra si on arrive au bout. Et je le dis pour chacun d'entre vous, même si on sort un peu du cadre de la réserve communale, la simplification, on pensait que c'était quelque chose de simple. En fait, il y a des gens qui réussissent à amender pour éviter la simplification. Je vous le dis au passage, tous les parlementaires ne sont pas favorables à la simplification. Et d'ailleurs, ça fait quelques nuits pour les ministres de travail. Nous aussi, nous sommes dans une ville également, Laurent, autant le rappeler, puis j'en profite parce que le préfet est là et que le ministre est là, il faut toujours profiter des situations.
On est une ville qui est particulièrement frappée par ce qu'on appelle le DILICO. Le DILICO, hein, alors je l'ai noté parce que c'est quand même un truc. Le DILICO, c'est le dispositif de lissage conjoncturel des recettes des collectivités locales. C'est à Saint-Maur, c'est près d'1 million d'euros. Si je le dis, c'est pas pour mettre Laurent en difficulté, parce qu'il y a absolument pour rien, pas pour mettre le ministre en difficulté, parce qu'il y a absolument pour rien, mais simplement parce que récemment a émergé l'hypothèse d'avoir une nouvelle taxe créée pour les collectivités locales. Je crois qu'il faut mettre et être attentif à ne pas rentrer dans un dispositif fiscal qui viendrait perturber la lisibilité de l'action publique et des collectivités locales. Tu as été maire, tu sais combien c'est important. La ville de Saint-Maur a par le passé, Pierre Michel et puis les élus qui sont là, été une des villes exemplaires puisque nous avons épousé à l'époque le fameux contrat de Cahors. Et, exact, c'est ce que j'allais dire, et toi aussi. Et on n'avait pas été si nombreux en France à le faire, et je pense que ça participait de la baisse des dépenses publiques, et que c'était une bonne chose sans venir taxer les citoyens. Donc voilà, je passe le message aux membres du gouvernement, et je sais que comme élu local, tu vois aussi le sujet et l'esprit dans lequel je m'exprime. Notre réserve communale, 2015, juste un chiffre, si on prend l'hypothèse que la grande crue de 1910 venait à se réaliser à Saint-Maur, c'est 33 000 personnes qui seraient sans eau, sans électricité, sans hébergement. Alors voilà pourquoi en 2015, Pierre Michel, avec tous les élus, on s'est dit quand même, on a intérêt à s'y préparer, même si cette hypothèse-là est au fond d'une probabilité faible. Pour autant, on a intérêt à se préparer à des situations d'inondation. Et dès 2018, on a bien fait puisqu'on a eu une séquence d'inondation. Donc voilà ce qui est un peu à l'origine de notre réserve communale. Et merci à Didier, mon collègue, qui a porté pour le groupe Horizon, nous avons tous co-signé cette loi qui renforce la réserve communale et notamment le travail avec les bénévoles des réserves communales. Donc je crois que c'était un texte extrêmement important. Monsieur le ministre, merci beaucoup de ta présence. Tu es ici chez toi et je te laisse la parole. Monsieur le maire, monsieur le député, cher Sylvain, monsieur le député, cher Didier, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, chers amis, membres du conseil municipal des enfants, je suis très heureux de vous voir en particulier. Et je voulais vous remercier parce que, comme je le disais en arrivant, nous sommes mercredi matin et je suis très touché de vous voir si nombreux présents dans cette belle salle des mariages de cette belle mairie, de ce bel hôtel de ville qui a un cachet très fort, très particulier. Je n'étais jamais venu. Je connais Sylvain depuis de nombreuses années. Nous avons tous deux été députés, maires, et députés-maires, les derniers d'ailleurs, qui ont pu l'être et cumuler ces deux fonctions. Et je sais à quel point, en dépit du fait que Sylvain ait pris la décision l'année dernière de faire ce que j'ai fait moi-même en 2022, à savoir retourner à l'Assemblée nationale après une éclipse de quelques années, à quel point il demeure particulièrement ancré dans cette ville qui lui a beaucoup donné et à laquelle il a beaucoup donné aussi. Cela fait un lien entre nous qui est assez important. Et je voulais vraiment le signaler parce que nous vivons des périodes particulières. Je ne suis pas venu ce matin pour vous mettre le moral à zéro, je tiens à vous le dire, mais il s'avère que dans notre histoire, à de nombreuses reprises, et il n'y a pas si longtemps que ça, souvenez-vous, 2020, il y avait une épidémie qui commençait à faire parler d'elle, et on a été assez longtemps dans une forme de déni collectif, où on se disait, bon, ça va s'arranger, on ne va pas se retrouver dans une situation où on va nous confiner, on ne va pas se retrouver dans une situation où il va falloir prendre des mesures drastiques. L'histoire bégaye. J'ai fait des études d'histoire, il s'avère que souvent l'être humain, pour se rassurer, bien, il se dit non, ça ne peut pas arriver, ça arrive souvent aux autres. Ça ne peut pas m'arriver à moi, ça ne peut pas
me tomber dessus. Et souvent, effectivement, on se rassure collectivement et on se met dans une position de déni des réalités qui nous entourent. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut jamais se fier à ce qu'on entend, il faut se fier surtout à ce qu'on voit. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, elle est simple. Que voit-on ou sinon, que refuse-t-on de voir? Nous vivons un point de bascule stratégique, géopolitique. Partout dans le monde, les grandes puissances que nous connaissons, eh bien, elles sonnent le glas d'une certaine forme d'insouciance dans laquelle nous avons grandi pour la plupart d'entre nous, qui est un peu béate d'ailleurs, où on pensait que la guerre ne pouvait plus venir à nos portes, où on pensait que également la compétition entre les différentes nations serait équitable, respectueuse d'un certain nombre de règles, écrites ou non. Partout dans le monde, il y a le temps des empires qui revient, et des logiques de sphères d'influence qui appartenaient, selon certains, à un temps révolu. Et que ce soit à l'ouest, avec nos amis américains et leur président, ou à l'est, avec la Russie qui attaque la porte de l'Europe depuis février 2022, ou encore la Chine, tous les signaux sont plutôt aujourd'hui rouges qu'orange ou vert. Le monde qu'on a connu est en train de disparaître. Il ne faut pas avoir peur, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, il faut être seulement clairvoyant. Clairvoyant parce que nous, Français, nous, Européens, nous devons nous protéger par nous-mêmes et développer cette protection par nous-mêmes. Et soyons francs, nous avons des capacités. Nous sommes souvent dans l'autodénigrement. Nous avons des capacités. Lorsque j'étais petit, mon père, qui compte beaucoup pour moi, m'a dit « Si vec pacem para bellum » si tu veux la paix, prépare la guerre. Alors quand j'étais petit, je me dis, mon père me parle de la guerre, j'étais un peu plus grand que vous peut-être, mais en réalité il avait raison, parce que si on ne se prépare pas à faire face, le jour où ça arrive, ça fait mal. Et si on se prépare, même si ça n'arrive jamais, au moins on est prêt. Et si ça se passe, on est prêt. C'est un vieux dicton que les Romains utilisaient au temps de l'Antiquité. J'ai toujours été convaincu que se préparer, c'était la meilleure manière d'éviter les crises. D'ailleurs, ce qui valait au IVe siècle vaut aujourd'hui encore. Je vous parlais du bégaiement de l'histoire en début. De toute éternité, ça sera comme ça et ça a toujours été comme ça. Et les conflits, c'est pas forcément avec des épées, plus maintenant, ou avec des pistolets, des fusils ou des missiles. Vous le voyez bien, il y a les claviers, des écrans d'ordinateur aujourd'hui qui ont pris le relais. Et ils sont bien plus puissants qu'on ne l'aurait jamais imaginé. La guerre, elle est devenue hybride. Il y a la guerre économique, les mesures douanières qui font dérailler le train de l'économie mondiale. Il y a la guerre médiatique, les fausses informations que vous pouvez voir sur vos ordinateurs, sur vos tablettes et sur vos smartphones. Il y a la guerre commerciale et il y a la cybercriminalité. En d'autres termes, à travers cette introduction, je dois vous adresser un panorama simple de la situation. Le pays, qui est le nôtre, doit anticiper la montée en puissance des actes de déstabilisation majeurs et hybrides à son encontre. Les coupures d'électricité, je ne sais pas encore à quoi est dû ce qui s'est passé en Espagne. Il y a une enquête qui va être ouverte. Est-ce technique? Est-ce provoqué? Ces questions doivent se poser et vous savez bien, pour celles et ceux qui sont investis notamment dans la santé publique, que nos hôpitaux font l'objet d'attaques régulières, cyberattaques ordonnées, organisées souvent par des puissances étrangères qui veulent déstabiliser notre pays et son système de santé. Nous les connaissons. La probabilité de voir des chars ennemis sur les rives du Rhin, elle est heureusement faible. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous n'allons pas revivre ce que nous avons vécu il y a 100 ans ou il y a 80 ans. Mais des attaques sont à prévoir. Et on ne doit pas relâcher nos efforts. Aussi, et je sais où je parle et où je suis aujourd'hui, concernant nos catastrophes naturelles. La résilience, elle est valable par rapport
à d'éventuels ennemis, d'éventuelles ingérences étrangères, mais elle est également valable par rapport à notre mère nature. Et ici, peut-être plus qu'ailleurs, au regard de ce que disait monsieur le maire et de ce que disait monsieur le député, vous savez que la nature, parfois, peut s'emballer. Je suis moi-même élu d'une ville qui est couverte de risques naturels, de risques technologiques. Nous avons connu des vagues de submersion, nous avons connu des tempêtes de type méditerranéen, comme malheureusement la ville de Nice et sa région l'ont connu. Et nous voyons bien aujourd'hui que tout cela est en train de changer. Et là aussi, même si la main de l'homme n'y est pour rien, il faut se préparer à être résilient. Donc voilà, les crises, elles ont de multiples visages, elles peuvent se déclencher en même temps avec une vigueur de plus en plus forte. Et le 5 mars dernier, le président de la République, il s'est adressé aux Français et son message, il était clair. Il disait qu'on était rentré dans une nouvelle ère. Il s'agit donc de prendre des décisions pour notre sécurité française, mais également européenne. Et dès 2022, la Première ministre Elisabeth Borne avait mandaté le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale pour établir une stratégie nationale de résilience. Parce qu'en réalité, ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut être résilient. Se préparer à parfois encaisser des coups, parce que si on ne se prépare pas, quand on prend un mauvais coup, on tombe. Parfois, en se mettant en position de résilience, eh bien on tient, malgré le coup qu'on reçoit. C'est cette capacité collective à faire face aux crises dont je veux parler. Et le but, c'est d'améliorer notre préparation au niveau de l'État, au niveau des collectivités, au niveau des opérateurs économiques, pour faire face à la conjugaison des menaces dont je parlais. On se fédère, on regroupe, on unifie l'ensemble des politiques publiques concourant à cette fameuse résilience nationale. Et en tant que ministre de la fonction publique, mais également de l'action publique et de la simplification, j'ai conscience de la responsabilité qui m'incombe pour décliner cette logique de résilience à l'échelle des services publics. Donc mon ministère prendra part à cet effort de résilience dans le cadre de la revue nationale stratégique dont le président de la République a demandé l'actualisation à l'occasion de ses vœux aux armées. Lorsque je suis arrivé en décembre, j'ai rappelé que les services publics et les agents publics étaient en première ligne pour protéger les Français à chaque étape de leur vie. Dans les prochaines années, ce discours résonnera avec plus de force que jamais, j'en suis convaincu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle, parce qu'ils protègent les Français et qu'ils doivent continuer de le faire avec encore plus d'acharnement, j'ai souhaité bâtir un premier plan de résilience des services publics comme une contribution à cet impératif national. Il vise à la fois à préparer les esprits et à sensibiliser les agents à l'importance de la gestion de crise, à préparer opérationnellement les différents services à fonctionner en mode dégradé, à établir des mesures concrètes pour tenir durablement dans ces conditions, sans céder à l'alarmisme, notre responsabilité de nous préparer dès maintenant à tous les scénarios, y compris ceux qui parfois peuvent apparaître comme les plus pessimistes. Le premier axe, c'est d'informer et de sensibiliser les agents publics. Il répond à un double objectif, réinstaurer un esprit de défense auprès des 5,7 millions d'agents publics de notre pays et préparer opérationnellement les agents de terrain et les cadres à adopter les bons réflexes en cas de situation critique. Pour cela, nous allons prendre 4 mesures clés. La première, c'est que d'ici à 2028, tous les élèves de toutes les écoles de fonctionnaires seront formés à la gestion de crise et à la continuité d'activité. Plusieurs écoles ont d'ores et déjà mis en place des modules de formation initiale visant à acculturer leurs élèves à la notion de résilience individuelle et collective. Je pense à l'INSP et à l'INET. L'INSP, c'est l'ancien ENA. L'INET, c'est ce qui forme les hauts fonctionnaires territoriaux. Le but de la démarche est de généraliser cette approche dans la formation initiale des agents pour sensibiliser le plus tôt possible. En parallèle, d'ici 2028, nous allons former massivement l'ensemble des cadres de la fonction publique à la résilience et à la continuité de l'activité. À ce jour, plusieurs formations continuent. Elles existent, notamment à travers la plateforme en ligne Mentor ou l'offre de formation du CNFPT. Mais elles sont à la fois peu suivies et peu connues des agents publics en dépit de leur très grande qualité. Nous devons donc les faire monter en puissance. Dans ces deux cas, en formation initiale et continue, nous allons introduire spécifiquement des modules de sensibilisation aux risques cyber dont je vous parlais tout à l'heure et à la gestion d'incidents et de crises d'origine cyber ou numérique. C'est un enjeu fondamental. Je réunirai d'ici l'été le réseau des écoles de services publics, les directeurs et directrices des grandes écoles pour rappeler cet objectif et veiller à sa prise en compte dans les maquettes pédagogiques des différents cursus de formation. Cette formation destinée aux élèves fonctionnaires et aux cadres de la fonction publique sera complétée à l'échelle de chaque agent d'un livret sur la résilience, sur le modèle du projet de livret Tous Résilients, qui existe déjà. Le but est de proposer à tous nos agents publics un
premier niveau de sensibilisation en complément de la formation complète que nous ferons pour les acteurs clés qui devront, en raison de leur positionnement hiérarchique, être preneurs d'initiative en cas de crise. Ce livret rappellera entre autres les fondamentaux de la continuité d'activité et les bons réflexes à adopter. Mesdames et messieurs, pour vous présenter la mesure suivante et le volet de sensibilisation, je reprends pour moi les mots du maréchal Foch, qui disait qu'autant qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Je suis intimement persuadé que la sensibilisation des agents à l'importance de cet effort national de résilience auquel ils prendront part doit passer également par un travail d'ordre mémoriel et symbolique. C'est important. Se souvenir de l'engagement de nos anciens, de leur dévouement au service de l'État, c'est la meilleure manière de se rappeler qu'on s'inscrit dans les pas d'un riche héritage. Un héritage du service public qui honore chaque nouvel agent autant qu'il l'engage envers son pays. Abnégation, dépassement de soi, service de l'intérêt général, ce ne sont pas que des mots, mesdames et messieurs. Ce sont aussi des visages. Et ces visages, je souhaite que nous les mettions à l'honneur. C'est pourquoi, à compter de 2026, des initiatives mémorielles nationales et locales seront mises en place afin de mettre en lumière, une fois par an, des actes remarquables de fonctionnaires illustres ou des lieux de mémoire qui pourront contribuer au développement de l'esprit de défense. Cela se traduira en particulier par une communication nationale dans les administrations et les écoles du service public pour présenter l'engagement et le parcours de ces femmes et de ces hommes remarquables. Le deuxième grand axe du plan vise à préparer les services à faire face concrètement aux crises. En parallèle du chantier de sensibilisation et de pédagogie que je viens d'évoquer, il s'agit d'accélérer et d'améliorer la réponse des différents services lorsque la crise survient. Et pour cela, dès l'année prochaine, chaque service aura l'obligation de tester une fois par an ses plans de continuité d'activité, PCA, et de reprise d'activité. L'idée est que chaque service puisse s'entraîner dans les conditions réelles de gestion de crise au moins une fois par an et qu'il fasse l'effort de formaliser par écrit dans les plans de continuité d'activité la manière dont il devra s'organiser pour faire face. Ces plans devront intégrer l'évolution de la menace, notamment en comprenant impérativement un scénario cyber. Les PCA devront également identifier les systèmes d'information critiques afin de pouvoir les préserver au mieux en temps de crise. Pour faire face et se préparer opérationnellement, je compte lancer auprès de mes administrations un travail d'identification des services à renforcer prioritairement en cas de crise, pour assurer la continuité d'activité minimale des services publics, même dans les circonstances les plus graves. Et en cas de crise majeure, certains services essentiels, identifiés en particulier au détour du dispositif SAIV, secteur d'activité d'importance vitale, eh bien, ils devront continuer de fonctionner tandis que d'autres seront mis en veille. Ce scénario suppose de s'interroger également sur la réaffectation des agents de tous les autres services qui auront été mis à l'arrêt par la force des choses. La troisième mesure clé pour préparer les services publics est sans doute le chantier le plus imposant, et nous y arrivons. C'est l'augmentation du nombre d'agents publics engagés dans la réserve. C'est pour ça que je suis venu vous voir aujourd'hui. Actuellement, il existe autant de réserves que de profils d'agents publics. Cela va de la réserve opérationnelle, la réserve citoyenne de défense, de sécurité, la réserve civile pénitentiaire, en passant par la réserve communale de sécurité civile, la réserve sanitaire, ou encore la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires. Il y a pour l'instant un certain nombre de verrous, il faut le dire, qui empêchent la montée en puissance concrète de tous ces dispositifs. Par exemple, c'est la diversité des possibilités d'engagement, c'est peut-être aussi parfois une faiblesse. En effet, cette diversité, elle peut conduire à un émiettement des pilotages des réserves et donc à une perte globale de lisibilité qui réduit l'attractivité du recrutement. Réfléchissons peut-être ensemble à redéfinir les contours. Je vous disais le nombre de réserves qui existent. Certaines ont peut-être vocation à se rencontrer, d'autres à vocation à encore plus s'insérer, s'enraciner. Et en tant que ministre de la Simplification, je souhaite que nous puissions instaurer un accès unifié à la réserve. Il permettrait à chaque agent public, et plus généralement à chaque citoyen, parce que je ne m'adresse pas qu'aux agents publics aujourd'hui, désireux de s'engager pour son pays, de s'informer facilement, puis de s'inscrire en 3 clics. Parce qu'aujourd'hui aussi, disons-le, il y a des dispositifs qui sont très intéressants, mais dont l'accès parfois peut décourager de par sa complexité. L'idée, c'est de simplifier. Et là, je viens vraiment avec cette casquette. Simplifions la vie de nos concitoyens. Lorsqu'ils en ont envie, permettons-leur de s'engager le plus facilement possible. Lors de la loi que nous évoquons, Sylvain en a parlé, on voit bien que simplifier, c'est pas simple. Et que parfois, quand on parle simplification, j'entends beaucoup de simplisme et beaucoup de bêtises.
Mais cette voie, je veux l'emprunter. Simplifier l'engagement, simplifier la vie économique, simplifier la vie des collectivités territoriales, simplifier la vie des associations et donc simplifier également l'accès à un certain nombre de services publics et d'engagement. Il y aura un travail législatif, il y aura un travail réglementaire, il y aura un travail infraréglementaire. Je suis prêt avec le gouvernement à entreprendre ce travail. D'autre part, il y aura aussi un travail de communication. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour que vous passiez la bonne parole. Il faut valoriser l'engagement comme réserviste. Dans les parcours professionnels, il faut rappeler aux managers qu'un engagement durable comme réserviste, c'est un marqueur positif. Ça doit même être, à mon avis, et je parle en titre personnel, mais je pense qu'on se retrouvera tous, un facteur de promotion. Quelqu'un qui s'engage, il faut qu'il soit aussi reconnu comme tel. La quatrième et dernière grande mesure que nous allons préparer, c'est mieux intégrer les enjeux de cybersécurité. Je vais vous en parler tout à l'heure. Je suis très insistant là-dessus, mais il y a urgence. Une attaque cyber, ça peut bousculer le fonctionnement d'une commune, d'un établissement public, d'une nation aujourd'hui, au regard des moyens qui peuvent être mis en œuvre. Et comme vous le savez, tout cela, il faut le préparer. Il faut être conscient que le bon fonctionnement des services de santé, de transport, en particulier des transports aériens et ferroviaires, peuvent être remis en question. Et la préparation des services publics, elle dépasse la seule sensibilisation des agents. Et l'intégration du cyber dans les plans de continuité, de reprise d'activité, c'est une nécessité aujourd'hui. C'est pour cela que le plan que je présente prévoit d'engager une série de chantiers permettant de renforcer la résilience numérique de l'ensemble de nos services publics. D'abord, une politique de souveraineté pour les outils numériques collaboratifs, ainsi qu'une doctrine d'achat de l'État associée intégrant les enjeux de souveraineté et de résilience seront rédigés. Dans le cadre des travaux sur la stratégie numérique, données et intelligence artificielle de l'État, il faudra également monter en puissance. Et ensuite, je m'assurerai que les services publics dont la criticité le nécessite disposent d'accès au système d'information interministériel de gestion de crise et disposent de moyens de communication de résilience en s'appuyant notamment sur la messagerie instantanée souveraine, CHAP. Là aussi, ces agents conversationnels, ces plateformes d'échange, elles comportent du progrès, mais elles comportent aussi des risques. Il faut aussi se doter de véritables outils de souveraineté sécures qui permettent notamment de nous protéger par rapport à nos informations personnelles. Mesdames et messieurs, vous aurez toutes et tous compris mon intention aujourd'hui en venant ici, en venant chez mon ami, en venant avec mon ami Didier Lemaire qui s'est engagé à l'Assemblée nationale lorsque j'étais président de groupe. Nous avions décidé d'inscrire à l'ordre du jour de notre niche parlementaire un texte visant à faciliter, à simplifier l'engagement des Françaises et des Français dans les réserves. Et aujourd'hui, je voulais venir saluer également un précurseur, l'ancien maire de cette belle commune, qui, comme cela a été rappelé tout à l'heure, il y a 8 ans maintenant, pris cette initiative qui fait de vous des bien classés, des très bien classés en la matière. Non, peut-être certainement mieux que la ville d'Ajaccio, que j'aime tellement. Mais je vais terminer avec les mots d'un grand homme qui a connu des périodes dures et dans lesquelles, je pense, les Françaises et les Français se reconnaissent. Il s'agit de Georges Clémenceau. Il a un peu moins de 108 ans. Il exhortait les députés avec une plume et un verbe qu'on ne retrouvera plus qu'à de rares occasions dans la vie politique du XXe et du XXIe siècle. Et je ne vous cache pas que pour avoir été encore hier soir à l'Assemblée nationale, je ne sais pas où est Georges Clémenceau, mais il disait « L'heure est venue d'être uniquement français, avec la fierté de nous dire que cela suffit. » Je trouve que c'est puissant, je trouve que c'est beau, et je trouve que cela résume en tout point ce qui doit nous motiver. Si demain le ciel devait s'assombrir sur notre beau pays, nous aurons en nous, dans notre histoire, dans nos racines et dans nos forces, tout ce qu'il nous faut pour tenir, avec courage et résilience. Puisse la vigueur de ces paroles nous éclairer demain, comme elles le firent hier. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci pour votre accueil. Et armons-nous positivement. Soyons résilients, soyons français. Merci.